première. Mais bon, c'est Miguel qui est là, donc Miguel Bonnefoy, il déplace les foules. Merci de venir jusqu'à nous. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi t'écris? Moi, j'ai une vie très désordonnée, une enfance très désordonnée, comme l'ont tous les enfants des diplomates, donc sans cesse être arrachés d'une terre pour être transplantés à une autre. Et dans tous ces mouvements, tu essayes de trouver dans ton cœur une forme de géographie propre, une sorte de territoire qui t'appartiendrait qu'à toi. Et ceci a été pour moi les mots, ont été les livres, l'écriture. Je me souviens alors qu'avec une forme de fascination, j'observais les concours de nouvelles en France, que ce soit à Caracas, que ce soit à Rome, que ce soit à Lisbonne, que ce soit en Argentine. Sans cesse, j'observais à quel point en France, il y avait ce jeu du concours de nouvelles, dans lequel on te donne un thème, un nombre de pages et une date. Il y en avait une dans laquelle je me souviens que c'était naufrage. J'ai dû m'épuiser en concours de nouvelles en envoyant des centaines de nouvelles qui, en majorité, ont perdu, bien entendu, et se retrouvent aujourd'hui dans les poubelles de l'histoire. Mais ça m'a permis, si tu veux, de garder le bras chaud, de savoir comment on écrit une histoire, comment tu développes un personnage, comment tu fais une chute, comment tu poses un insert au début de ton texte pour pouvoir reprendre le fruit à la fin. Les astuces, les ruses linguistiques, les labyrinthes comme ça, romanesques et narratifs. Et ça me permettait alors de pouvoir comprendre comment tu constitues un récit. Moi, je suis arrivé en France il y a à peu près 5 ans. Je travaillais à ce moment-là pour Fundarte, qui était le bras culturel de la mairie de Caracas. Et comme dans beaucoup de pays dans le monde, tu es obligé de faire 2 métiers pour pouvoir payer le loyer. Et le soir, j'étais alors professeur de français. Un soir, je me souviens, ça faisait des années que j'étais en train de vivre sous les tropiques. Et je me retrouve tout à coup dans une sorte de fin d'hiver, à Paris, devant 250 personnes qui sont en train d'applaudir pour un prix littéraire. On me tend le micro et on me dit, voilà, fais le discours de remise du prix. Ouais, non, moi je prends le micro et alors je me lance dans un discours en remerciant tout le monde. Et puis il y avait dans la salle une jeune femme qui s'appelle Émilie Colombani, qui est de la maison d'édition Rivage, et qui tout à coup s'approche de moi à la fin du discours et me dit, mon ami, sympathique votre nouvelle que vous avez écrite de 8 pages comme ça sur Icare. Cependant, moi je suis directrice d'une maison, je dirige une collection, je suis en train de constituer mon catalogue d'auteurs. Est-ce que vous auriez peut-être un roman dans les tiroirs ? Aussitôt, j'ai saisi l'occasion. Je lui ai menti. Je lui ai dit, oui, j'ai un excellent roman dans les tiroirs. Elle m'a dit, est-ce que je peux le lire? Je lui ai dit, oh, donnez-moi quelques mois pour travailler quelques gaucheries, reprendre quelques maladresses, donner une épaisseur à un personnage, une épaisseur, un relief qui lui manque, peut-être changer la fin, je ne suis pas sûr. Je me suis dit que le majordome était l'assassin, peut-être que finalement c'est un autre personnage. C'est ça. Elle me dit, bueno, voici ma carte. Vous m'appellerez alors quand vous aurez fini de l'écrire. Je n'ai jamais pris alors cet avion de retour pour le Venezuela. Je suis resté en France, je me suis enfermé à la Bibliothèque nationale de France, à la Bibliothèque François Mitterrand, et puis j'ai écrit Octavio en 1 an. Tu peux imaginer alors, mon ami, que lorsque j'étais à la BNF et que j'allais tous les jours à la BNF, pendant que je travaillais pendant la journée, j'étais caissier au Grand Palais, j'ai travaillé en tant que veilleur de nuit dans un hôtel dans le nord de Paris. J'arrivais à la BNF et j'avais vraiment l'impression que quelque part, il y avait comme tout le pays, le Venezuela, qui était derrière en me disant « Allez, tu vas voir, si tu écris ce livre sur nous, ça va être différent, tu vas pouvoir peut-être changer certaines choses. » Ou peut-être non pas, moi je ne me présente pas du tout comme un ambassadeur ou comme un porte-parole du Venezuela. Le Venezuela se défend très bien tout seul et comme disait Camus, la misère ne m'a chargé d'aucune mission. Donc bien entendu que moi je suis ici tout simplement pour pouvoir montrer à quel point au Venezuela, il y a de la lumière au-delà de l'obscurité. Que même si on peut trouver des affaires de délinquance, au-delà des affaires de pénurie, au-delà des affaires dans lesquelles il y a de la corruption comme ça jusqu'aux yeux dans les différentes strates et dans les différents couloirs du corps ministériel, or il se trouve qu'il y a également des gens qui sont puissants, des gens qui sont courageux, des gens qui sont brillants, des gens qui sont intelligents et qui essayent comme ils peuvent de construire un monde meilleur. L'idée était alors d'écrire pour pouvoir parler de la fleur plutôt que de l'épine, de parler de la lumière plutôt que de l'ombre, parler de la caresse plutôt que de la main. Et quelque part, il était important pour moi de pouvoir accompagner, de pouvoir épauler, de pouvoir suivre le plus possible ce nouveau siècle et cette prise de pouvoir des femmes. Donc, les personnages, bien entendu, et moi je sais, parce que je te dis, encore une fois, je suis vraiment fatalement, malgré moi, dans les cercles de féministes, et je me rends compte à quel point c'est un combat, ou du moins c'est comme ça qu'elle le présente, un combat qui est pour et par les femmes.
et que les hommes, au fond, ne peuvent pas comprendre ce que c'est, puisqu'ils ne savent pas ce que c'est qu'être dans le corps d'une belle femme pendant un jour, pendant 24 heures. Ils ne savent pas non plus ce que c'est que le venin des contraceptions, ce que c'est que la douleur d'un avortement, ce que c'est que la pression sociale par rapport à la grossesse, autant de choses que subissent les femmes, les hommes ne s'en rendent pas compte. Donc c'est un combat qui, bien sûr, est mené par elles. Cependant, si les hommes peuvent, à leur tour, comme ils peuvent, humblement, suivre ce combat, pouvoir joindre les douleurs, joindre l'écriture, joindre une forme de lutte à la leur, alors peut-être c'est gagné. Donc c'était important pour moi de pouvoir raconter justement des femmes différentes dans le livre, c'est-à-dire ne pas sans cesse utiliser la femme vénézuélienne surtout, qui est, il me semble, les femmes qui ont le plus gagné de Miss Monde et de Miss Univers. Donc fatalement, elles sont sexualisées, elles sont chosifiées, elles sont codifiées, et on les met alors dans une situation dans laquelle on ne peut que la définir par rapport à sa beauté. Moi, je les ai connues, les femmes vénézuéliennes. Eh bien, ce sont des femmes qui sont courageuses, des femmes qui sont brillantes, des femmes qui sont dignes, des femmes qui sont souveraines et qui n'ont pas besoin d'un homme pour pouvoir traverser le siècle. J'étais parti à Mochima pour aller rencontrer les pêcheurs, où on disait qu'il y avait des églises de pirates, les églises des mers. C'était extraordinaire. J'étais arrivé, j'avais demandé à un pêcheur, j'avais dit « Me han hablado de estas iglesias que están en el mar », comme ça. Et il m'avait dit « Des églises au milieu de la mer ?» Oui, oui, il y en a. Et j'avais dit « Est-ce que tu pourrais me les montrer ?» Et il m'a dit « Bueno, dale, vente ». Et du coup, on était rentrés, j'avais payé, bien entendu. Et on était allés, comme ça, dans le bateau, on était allés dans des sortes de cayos, qui sont des grands rochers qui sont au milieu de la mer. Et quand tu fais le tour des cayos, tu rentres à l'intérieur et derrière une sorte d'ouverture, un étranglement, tu rentres, il enlève le moteur et tu rentres dans une sorte de caverne, une cavité qui est noyée. Et là, tout à coup, tu vois apparaître devant toi, à l'intérieur, 1000 vierges, comme ça, sur des petits monticules de pierre, avec des cierges qui sont allumés partout, avec des petits bouts de papier comme ça dans lesquels on a marqué des souhaits. J'ai envie que mon enfant aille mieux, une meilleure santé, et j'ai envie de rencontrer une femme, j'ai envie de gagner de l'argent, et ce genre de choses qui sont posées comme ça un peu partout. Et tu vois alors comment les cierges sont allumés et que la goutte comme ça de la cire qui finit par descendre, qui est toute chaude et qui finalement se détache et tombe dans l'eau et se durcit aussitôt dans l'eau de la mer. Je me souviens avoir été fasciné par les églises au milieu de la mer et d'avoir pris des notes également. Et puis dans le folklore, tantôt avec le folklore de la piraterie, celui du rhum, celui du sucre, je suis donc parti à la Villa Yourcenar. Et là alors, j'ai essayé de mettre tout ce que j'avais vu dans le carnet, essayer de le mettre dans une structure narrative, avec des personnages, avec une histoire qui puisse raconter quelque chose. Donc aujourd'hui, alors, vous voyez qu'il y a là ce livre que je dépose sur vos genoux, et qui a commencé avec du rhum, et qui a fini avec du maroilles. Vous mettez un élément surnaturel dans un contexte qui est parfaitement naturel et vous en voyez quelles sont les conséquences naturelles. C'est-à-dire que si moi, par exemple, maintenant, je me mets devant vous à vomir des lapins comme ça, tu vois, ou à éternuer des papillons jaunes, eh bien, il faudra qu'on fasse quelque chose avec les lapins et avec les papillons. Toi, probablement, tu voudras manger tous les lapins. Et en effet, nous aurons nos amis qui vont essayer de récupérer les papillons pour en faire une cloche de verre. Et aussitôt, alors, toutes les conséquences de cet acte qui sont surnaturelles vont devenir naturelles. C'est la raison pour laquelle Garcia Marquez disait que le reste magique n'est qu'une goutte de cyanure dans un verre d'eau. L'idée alors de Sucre Noir était justement de pouvoir que la première phrase soit surnaturelle, c'est-à-dire un bateau qui apparaît comme ça sur la cime des arbres, planté au milieu d'une forêt, et dont toutes les conséquences, jusqu'à la page 200, soient entièrement naturelles de ce premier acte surnaturel. C'est plus ou moins ce que fait Marcel Aimé, par exemple, dans ses livres, dans lesquels on retrouve également des actes qui sont surnaturels. Personne ne se demande la question d'où ça vient, pourquoi, comment, et finalement le reste, c'est absolument naturel. Ce qui est absolument génial. C'est ce que fait Pirandello, c'est ce que fait Gogol, c'est ce que fait Bulgakov, c'est ce que font tant d'écrivains qui ont essayé, comme ils pouvaient, de pouvoir mêler la magie et la réalité dans une sorte de frontière poreuse, étroite et fragile, et de dire « c'est là où je place ma littérature ». Lorsque Garcia Marquez, à 12 ans, lit Juan Rulfo, Pedro Páramo, il se dit « non, c'est pas possible ». Lorsque Juan Rulfo lit Kafka, en regardant qu'un homme peut se réveiller le matin et être transformé en un gigantesque insecte dans la métamorphose, il se dit « non,
Ça, c'est possible. C'est pas de la triche, faire ça. Alors, si ça, c'est possible, bah, moi aussi, je vais écrire. Et tu as Cent ans de solitude, et tu as Amores en tiempos de cólera, et tu as Carlos Fuentes, et Alejo Carpentier, et tu as Cortázar, et Borges, et Neruda, et Jorge Amado, et Miguel Otero Silva, et tant d'autres. Et alors, tout à coup, dans les années 60-70, l'Amérique latine, en ayant toute la littérature européenne dans leurs mains, cette magie dans la littérature commence alors, elle, à son tour, avec une autre musicalité, avec une autre tonalité, avec une autre couleur, avec également l'imaginaire tropical qui, c'est vrai, donne parfois des situations absurdes, démentes, délicieuses et très romanesques. Aussitôt alors, fuit l'Amérique latine qui sévit sous des dictatures, arrive en Europe et c'est les maisons d'édition européennes qui commencent à publier à tour de bras tous ces écrivains latino-américains. Alors aussitôt, ils décident d'en faire un mouvement, selon des schémas européens, et créent alors le boom latino-américain, et disent l'Amérique latine écrit. Et donc tout ce qui aura à voir avec la magie et la réalité à l'intérieur des livres sera donc le privilège et propre aux écrivains latino-américains du XXe siècle. Donc je pense aujourd'hui que si on retrouve dans Octavio, dans Sucre Noir ou dans Jungle, peut-être des aspects comme ça, d'une forme de réalisme magique, une forme de surréalisme, comme tu disais, une forme se permettre des pas de côté. Et on pourra parler un petit peu plus loin, jusqu'où va la licence poétique. Eh bien, en effet, je pense que c'est tout simplement, tantôt l'héritage latino-américain, c'est vrai, mais également, si on remonte un peu plus loin dans l'histoire de la littérature, un héritage européen. Le spiritisme devint une mode. Des charlatans apparurent et des tables tournantes s'organisèrent. On découvrit cependant, quelques semaines plus tard, que l'auteur des réponses n'était pas un jeune noyé de la Marine nationale, mais le speaker lui-même, qui, ému par l'audace imaginative de la doctora Esmeralda Cadena, avait décidé de prendre la voix du défunt pour la séduire. Quand s'installa le mois de novembre, elle prit le pseudonyme de Maria Dolores, et pendant plusieurs jours, écrivit au poste radiophonique une première annonce pleine de ratures et de lyrisme, sans recevoir de réponse. La semaine suivante, elle rédigea une deuxième annonce, plus emportée, puis une troisième. Et au bout de 5 semaines, Serena Otero avait envoyé 50 annonces passionnées où elle offrait les gouffres de son âme à un homme qui n'était probablement pas encore né. Le jour se leva sur un navire naufragé, planté sur la cime des arbres, au milieu d'une forêt. C'était un 3-mâts de 18 canons, à voile carré, dont la poupe s'était enfoncée dans un manguier à plusieurs mètres de hauteur. Tout était sec, si bien qu'il ne restait de la mer qu'un peu de sel entre les planches. Il n'y avait pas de vagues, pas de marée. D'aussi loin que s'étendait le regard, on ne voyait que des collines. Parfois, une brise passait, chargée d'un parfum d'amandes sèches, et l'on sentait craquer tout le corps du navire, depuis la hune jusqu'à la cale, comme un vieux trésor qu'on enterre. Les jours défilaient sans rien d'autre à voir que la couleur des arbres et les oiseaux qui s'envolaient des feuillages. Ils allaient et venaient, vêtus d'un pagne autour des reins, errant de bord à bord, enjambant les ronces entre les planches. Certains suspendaient assez haut leur hamac pour échapper aux lierres qui grimpaient. D'autres jouaient aux dés, assis sur des sacs de gravats. On ne lavait plus le pont, on ne vidait plus les sabords. Seul le second, un géant d'Haïti, taillait chaque jour une encoche sur le bois du mât et s'efforçait de retrouver, dans les ressacs de la forêt, le bruit d'un port qu'on approche et d'une ancre qu'on mouille.